Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartoriale. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série de vidéos dans lesquelles nous allons inviter chez nous, sur notre plateau, des abonnés, des membres de notre chaîne, de notre page Patreon, et des gens qui sont tombés récemment dans la marmite sartoriale. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir, un témoignage in vivo de quelqu'un qui a découvert l'art sartorial récemment. Et pour ce faire aujourd'hui, nous inaugurons cette série de vidéos avec notre premier invité qui s'appelle Arsène Sabaniev. Bonjour Arsène. Bonjour Hugo, merci de m'avoir invité. Avec joie, regardez comme il est chic ce garçon. Alors Arsène, il a une particularité, c'est comme vous l'avez peut-être déjà tout de suite entendu à l'intonation de son nom, Arsène est franco-ukrainien. C'est-à-dire qu'il est né en Ukraine, qu'il est venu en France relativement jeune, qu'il est devenu français et qui a fait de brillantes études et qui est devenu médecin. Et aujourd'hui, tu es anesthésiste réanimateur à Lille. Oui, tout à fait. C'est un métier que j'exerce là depuis 7 ans à Lille. Initialement, j'étais à Toulouse, et puis j'ai découvert le nord de la France à Lille. Je suis bien installé, où j'ai trouvé ma femme d'ailleurs. Très bien, ouais, sa femme qui d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu entendre hier, il semblerait qu'il y ait un heureux événement dans les tuyaux, si j'ose dire, entre vous deux. Alors, Arsène, on a choisi de le recevoir aujourd'hui pour deux raisons. Vous imaginez bien qu'en tant que franco-ukrainien, nous ne pouvons pas ne pas parler des événements dramatiques qui sont en train de se passer dans son pays, mais ce sera dans la deuxième partie de notre émission, puisque Arsène s'est engagé lui-même à aider son peuple et les gens qui souffrent sur place, puisque un anesthésiste réanimateur, en gros, explique-nous un petit peu ce que c'est ce métier, parce que c'est un métier un peu obscur pour les gens. On entend anesthésiste, donc ça on comprend à peu près ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu es au bloc opératoire, tu endors les gens pour de la chirurgie, mais réanimateur, c'est pas uniquement réveiller les gens après, c'est aussi réanimer les gens en cas d'urgence? Oui, tout à fait. On est un métier très polyvalent. Oui. On est un petit peu le médecin généraliste de l'hôpital. Oui. Donc, tout ce qui est, on va dire, déchocage du patient, donc les patients qui arrivent en choc, c'est à nous de les prendre en charge. D'accord. C'est à nous de faire en sorte qu'ils passent le cap du choc. Oui. De l'étape cruciale. Oui. Donc on les amène au bloc opératoire et on peut également les prendre en charge ensuite en réanimation, en service de réanimation. Oui. Donc on est très polyvalent. Certains d'entre nous ne restent qu'au bloc opératoire, d'autres font que de la réanimation comme on l'a vu pendant la période Covid. Oui. D'autres font un petit peu des deux. On fait également un peu de SAMU, un peu de SMUR pour ceux qui veulent. Donc tu as fait du SAMU toi? Moi j'en ai fait un petit peu durant mon internat, voilà. D'accord, d'accord. C'est une expérience toujours un peu... C'est très formateur, hein, j'imagine, le SAMU. Ah, tout est formateur. Il y a des terrains de stage qui sont effectivement plus impressionnants que d'autres. Je pense que le SAMU en fait partie, tout à fait. Oui. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, on en parlera donc dans la deuxième partie de cette émission, c'est qu'évidemment, Arsène étant d'origine ukrainienne, il s'est fait un devoir d'aller sur la ligne de front relativement vite. On en parlera en détail. Et pour une fois, on va faire... alors, c'est pas le style de cette émission, mais on va faire du brut. Enfin... Oui, c'est le style de cette émission, c'est-à-dire que rien n'est caché, on fait beaucoup de live, on fait beaucoup d'enregistrements dans les conditions du direct, très très peu de montage comme vous le savez. On n'a aucune idée si on va parler 45 minutes, 1 heure ou 20 minutes. C'est en fonction de notre humeur et en fonction de ce qu'on a à dire. Mais vous allez voir, l'histoire d'Arsène est quand même assez édifiante et là, on va avoir un témoignage en première main de ce qui se passe réellement sur le terrain, puisque Arsène s'est engagé donc et va un mois en Ukraine, revient un mois en France pour travailler et a vu ce qui se passait sur le terrain. Donc là, c'est du brut de décoffrage, c'est le cas de le dire. Et bon, c'est pas extrêmement joyeux, vous allez comprendre ce qui se passe sur le terrain, mais il nous semblait important que Arsène puisse, à la faveur de son passage dans les discussions sartoriales, nous raconter tout simplement la réalité de cette guerre qui se passe à quelques heures de vol de chez nous. Mais nous allons commencer par des choses un tout petit peu plus joyeuses. Alors, ma question est, comme on va le faire avec toutes les personnes que nous allons avoir la joie de recevoir pour cette série consacrée donc aux jeunes sartorialistes ou aux personnes qui ont découvert assez récemment les joies du sur-mesure, les joies de l'élégance masculine. Comment tout cela a-t-il commencé pour toi? Est-ce que c'est récent et comment tu t'habillais avant? Comment est-ce que je m'habillais avant? Sans trop réfléchir, on va dire ça. D'accord. Et il y a eu un événement déclencheur dans ma vie, c'était le passage de ma thèse. Oui, en tant que docteur, donc. Tout à fait. Oui. Et c'est un moment plutôt symbolique, unique dans une vie. Il fallait être bien présenté. Donc, je me suis dit, j'ai envie d'un beau costume. Oui.
Sauf que moi, je ne fais pas les choses à moitié. J'ai voulu m'intéresser, savoir, pas aller chez n'importe quel prêt-à-porter acheter un costume noir comme on le voit, qui n'est pas très bien taillé. Oui. Donc je me suis intéressé, je suis tombé sur tout ton contenu, ta chaîne YouTube. Moi, je suis un grand consommateur. Ta génération est grande consommatrice de YouTube, évidemment. Tout à fait. Il y avait également ton site Parisian Gentleman. Oui. Et j'ai découvert finalement ce monde qui est juste, dont je n'imaginais pas, on va dire, toute l'étendue de la culture sartoriale. D'accord. Voilà. Et donc, tu en es tombé un peu amoureux. Ouais, tout à fait. Donc j'ai découvert le sartorialisme, voilà, même c'est un terme un petit peu récent, j'ai l'impression que c'est même un néologisme. Alors non, c'est pas un néologisme, c'est un emprunt, c'est marrant que tu me dises ça, parce que avec Julien Scavini, on commence à se dire, mais comment ça se fait qu'il y a des mots un peu bizarres qui rentrent dans le Petit Robert et dans le Larousse, pour le moins bizarre en ce moment, et sartorialisme ou sartorial. Alors sartorialisme, ce n'est pas un néologisme, c'est un emprunt d'une racine sarto, donc latine, qui veut dire tailleur, tout simplement, et sartorial, en anglais, existe. Puisque sartorial, ça définit tout ce qui est en relation avec l'élégance masculine et l'art vestimentaire masculin. Alors, quand j'ai commencé, moi, à parler de sartorial et de sartorialisme, j'ai fait appel à un linguiste. Jean Slamovitch, qui est professeur à l'Université de Bourgogne et qui est un linguiste anglais, spécialiste de linguistique anglaise, mais qui est un linguiste, et qui m'a dit, Hugo, ce n'est pas du tout un néologisme, c'est un emprunt, et on ne peut pas vous faire un procès en néologisme, ni même en barbarisme, puisqu'il n'y a pas d'équivalent en France. Donc la règle dit, comme il n'y a pas d'équivalent en français, ou alors qu'il faudrait... 6 phrases pour expliquer ce que c'est que le sartorialisme, parce que le sartorialisme, en français, on pourrait dire c'est l'art de bien s'habiller et c'est l'amour de l'art tailleur, etc., etc. Eh bien, on a le droit. Et donc, on a commencé, je crois, avec Julien Scavini, on était parmi les premiers à utiliser ce mot-là. Et nous espérons, avec entre lui, son blog, sa chaîne YouTube, nos chaînes YouTube, nos blogs, nos plateformes Instagram, on doit bien toucher 1 million de personnes maintenant. Je pense qu'un jour ou l'autre, nous allons rentrer dans le dictionnaire. Et il y a même les jeunes maintenant, tu sais comment ils disent ? Ils disent sarto. Et ça c'est vachement sarto. C'est rigolo parce que c'est presque en train de rentrer dans une espèce de culture un peu populaire. Donc, est-ce que tu te souviens du premier costume que tu avais fait donc pour ta thèse, la soutenance de ta thèse ? Oui, tout à fait. Donc je suis allé dans un atelier entre guillemets sur mesure à Lille. Oui. Où j'ai découvert, on va dire, de manière embryonnaire, ce que pouvait être un petit peu le sur-mesure, mais clairement, ça m'a pas suffi. J'avais besoin d'aller plus loin. D'accord. Ce que c'était de la demi-mesure, on va dire, industrielle, ce qui se fait beaucoup. Il peut y avoir de bonnes choses, mais j'avais besoin d'aller plus loin. Une fois que j'avais découvert un petit peu toutes les subtilités. Voilà. Et toi, vu que tu parles de grande mesure à longueur de journée, je me suis rapidement senti frustré. Bon, et concerné. Alors, je vais vous raconter l'histoire de comment Arsène et moi-même nous sommes rencontrés, parce que c'est une histoire assez rigolote. Raconte-la, c'est un jour, tu m'écris sur YouTube, c'était sur YouTube ou un mail ou sur YouTube, hein ? Tu avais fait une vidéo et je souhaitais faire un cadeau pour les 30 ans de ma femme. Elle fait de l'équitation et je voulais lui offrir des bottes en grande mesure, donc des bottes d'équitation en grande mesure. D'accord. Je ne savais pas où les faire faire. Donc je t'ai simplement envoyé un commentaire il y a quelques années en dessous de ta vidéo, laquelle tu m'as répondu, et c'est comme ça qu'on est... Voilà. Et alors pour la petite histoire, donc je lui ai dit évidemment tu peux aller chez Hermès, mais enfin bon, là on est sur des tarifs stratosphériques, surtout pour de la grande mesure, et donc je t'ai conseillé d'aller chez Stivalleria Savoia, qui est une merveilleuse petite boutique de chaussures et de bottes sur mesure, d'ailleurs parce que la botte est l'une de leurs spécialités. Savoia, Stivalleria Savoia, ça vient du régiment de Savoie, donc c'était à l'époque le bottier du régiment de Savoie, donc c'est une boutique qui existe toujours. Et alors, hasard des calendriers, le jour où tu es allé à Milan pour faire prendre les mesures de ton épouse et découvrir cette boutique, choisir le cuir, etc., il se trouve que moi-même j'étais à Biella, j'étais certainement chez Drago ou chez Vitalis Barberis Canonico, parce que tu sais que tous les drapiers sont à Biella. Je me suis dit, bon, ce jeune homme et son épouse sont à Milan. Moi, je devais repasser à Milan pour prendre mon avion. Je me suis arrêté et, si je me souviens bien, on a même déjeuné ensemble à cette occasion. Et donc, raconte-nous ton expérience chez Stivalleria Savoia, parce que là, tu rentres directement dans un autre monde. C'est quand on rentre chez Stivalleria Savoia, on prend une expérience historique dans la face. D'accord. Donc, on sent
On arrive, il y a les odeurs de cuir, il y a les matériaux, il y a les tableaux accrochés au mur, il y a toutes ces pièces qui ont des années et des années. Ouais. On prend une part d'histoire. Moi, je suis quelqu'un qui suis fan d'histoire depuis mon plus jeune âge. Oui. Et on prend une expérience. C'est pas uniquement une expérience vestimentaire, c'est une expérience globale. Oui. Il y a tout le savoir-faire italien, européen. Il y a c'est complet. On voyage dans le temps et on s'offre quelque chose dont on ne pensait pas avoir initialement. Et c'est une expérience qui est unique dans une vie et on s'en souvient. Moi, je m'en souviens encore. Ouais. Et en plus, la gentillesse des Italiens. Ils sont adorables. Leur douceur et leur... Alors, Stivalleria Savoia, c'est un peu, vous savez, Sonia, d'ailleurs, l'explique dans Italian Gentleman. Elle dit que quand on rentre chez Stivalleria Savoia, on a l'impression de rentrer dans une boutique de notre arrière-grand-père, où il y a encore des ceintures qui sont accrochées, il y a encore des racks avec des cravates. Ça sent... Alors c'est suranné, bien sûr, c'est très daté, mais on a l'impression... Il y a même, je crois qu'il y a une selle d'équitation. Enfin, ça sent le cuir, mais surtout, ça sent l'histoire, ça sent le savoir-faire. Et il y a une espèce surtout de courtoisie. Et de... Alors là, on va rentrer dans le débat de la modernité, mais il y a une courtoisie et une façon d'aborder les choses qu'on ne trouve quasiment plus, malheureusement, même dans les grandes maisons de luxe, où il y a une espèce d'accueil un peu formaté. Les personnes qui sont très polies, ça va à vous, mais on voit qu'elles ont été entraînées, formatées là. On est vraiment dans l'expérience naturelle. C'est des rapports très humains. Ils sont avant tout très humains. C'est ce que j'aimerais dire. Ouais. Alors pour la petite histoire, Stivalleria Savoia est possédée par Maurizio Marinella, que tu as d'ailleurs rencontré quand tu sais que tu as eu une chance inouïe. Parce que Maurizio Marinella, qui fait ces très belles cravates, c'est sans doute le gravatier le plus célèbre au monde, possède maintenant Stivalleria Savoia, mais il y est que très très peu souvent. Enfin, c'est vraiment rare qu'il soit là. Oui. Et quand ta paire de bottes a été livrée à ton épouse, il était présent, n'est-ce pas ? Le hasard des choses fait qu'il était là. Effectivement, on a pu un petit peu discuter. Oui. Comme tous les Italiens, très gentil. Oui. Adorable et très, très abordable. Donc C'est un garçon qui est très célèbre. Pour la petite histoire, son père avait reçu une lettre de Donald Trump dans les années 90 en disant « Cher monsieur Marinella, on adore ce que vous faites, on voudrait vous donner une boutique » dans la Trump Tower à l'époque. Et le père de Maurizio prend la lettre, il ne lisait pas l'anglais, donne ça à Maurizio, qui parle un anglais, on va dire correct pour un Italien, et qui regarde, qui lui dit c'est un businessman. Et son père lui dit mais c'est qui ce Trump là, qu'est-ce qu'il nous veut, etc. Et finalement ils ont refusé en disant moi je m'en fous, j'ai pas envie d'avoir mes cravates dans une tour à New York, ça m'intéresse pas. Moi, je veux continuer à vendre mes cravates à un Bon, depuis, la maison Marinella a eu une expansion sans précédent. Ce sont des artistes. Donc, tu as eu 2 coups de bol au niveau des... Alors, je ne me compare pas, loin de moi, cette pensée à Maurizio Marinella. Tu as eu 2 coups de chance, puisque les 2 fois où tu es allé chez Stivalleria Savoia, la première fois... Alors, tu es peut-être allé une fois entre les deux pour l'essayage, mais la première fois, j'étais là, donc on y est allé ensemble, et le jour de la livraison, tu avais Maurizio Marinella. Alors maintenant, parlons d'art ailleurs, parce que tu me dis, j'ai voulu aller dans la grande mesure, et donc, là encore, Italian Gentleman aidant, etc., tu m'as demandé conseil, et moi, je t'ai dit, écoute, si tu es à Milan, va voir un vieux monsieur que je te laisse le soin de présenter, puisque nous allons parler de Gianni Celleghine. Alors, raconte-nous ta rencontre avec Gianni Celleghine. La rencontre de Gianni, c'est d'abord le chemin qui mène vers sa boutique, oui. Où, ça il faut quand même le dire, oui. Qui n'est pas facile à trouver. Non. Qui est en face d'un petit centre commercial, un parking. On se dit, c'est pas très sartorial. Oui. Mais derrière le centre, on passe la route et il y a une petite haie. Oui. Et là, une fois qu'on passe la haie, on rentre dans un musée. Oui. Le musée du sartorialisme. C'est ça. C'est chez Gianni. C'est ça. Donc on rentre, il y a des tableaux, il y a des sculptures antiques. Oui. On voit sa femme qui, je pense, à peu près le même âge que lui. Quel âge a-t-il ? Parce qu'à chaque fois que je lui demande son âge, toi, tu as eu de la chance, il te l'a dit la dernière fois que tu es allé le voir. Moi, il me dit « Oh, j'ai 80 ans et des poussières. » Il a 86 ans. 86 ans. Et il ne les fait pas du tout. Hein. Oui. Il est encore totalement agile et surtout très passionné par son métier. Oui, alors là, mesdames, messieurs, on est sur vraiment le cœur de l'art sartorial italien. Gianni Celleghine a commencé... Alors, lisez Italian Gentleman, toute l'histoire est racontée. Quand il avait, je crois, 7 ou 8 ans, il a été recruté par un père jésuite qui avait besoin de recruter un jeune pour le former comme apprenti, pour coudre les soutanes
des ecclésiastiques, et il a fait tout son apprentissage, et bref, et à 16 ans, il est rentré chez un tailleur, enfin bref. Donc ça veut dire que s'il a 86 ans, je pense qu'il a commencé à 6-7 ans, donc on va dire il a pour sûr plus de 75 ans d'expérience, ce qui est quand même dingue. Ça se ressent dans son geste, dans sa façon de faire les choses. Oui. Je saute un peu les étapes, mais il y a un moment fort qui m'a marqué. Oui. C'était pour le premier essayage. Donc le costume encore très brut, il y a les fils qui dépassent, il n'y a aucun bouton. Bien sûr. Donc je mets la veste, il regarde, il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il prend un énorme ciseau et il taille dedans, sans réfléchir. Il fait ça instinctivement. Bon, ça, c'est, je pense, quelqu'un qui a une certaine expérience du domaine qui peut se permettre ça. Moi, j'ai un petit peu peur. Non, le costume va être raté. Pas du tout. Oui, alors là, c'est parce que tu rentres dans un monde qui est complètement différent. Donc, si j'ai bien compris, depuis, tu restes fidèle, pour l'instant, à Gianni Celleghine, parce que vous vous aimez, quoi, en fait, tout simplement. Oh oui, tout à fait. Le personnage est très attachant. J'y vais d'ailleurs tout le temps avec ma femme. Alors, il aime beaucoup ma femme. Oui, il aime beaucoup la mienne aussi. Ouais. C'est un Italien, hein. Voilà. Donc il est très sensible aux jolies femmes. Tout à fait. Mais en tout cas, ma femme, moi, m'aide beaucoup à choisir les tissus, les costumes, les petits détails. Elle est très forte là-dedans et je la remercie. Ouais. Donc, j'ai fait le premier costume et ensuite, je me suis dit, c'est quand même ballot d'en avoir qu'un. Hein. Il faut peut-être penser à en avoir un deuxième. Donc, je suis en train de faire le deuxième chez Gianni. D'accord. Toujours en 3 pièces. Toujours en 3 pièces. Alors moi, j'adore les gilets. C'est mon petit péché mignon, on va dire ça. D'accord. Et également un manteau. D'accord. Un petit peu comme on retrouve chez les Peaky Blinders. Ouais. Parce que j'avais initialement vu le manteau que Gianni avait fait pour Sonia, qui était extraordinaire. Bah oui, mais là c'est une œuvre d'art, ce manteau. Et je t'avais posé la question, je connaissais un petit peu par avance ta réponse, mais je me suis dit, où est-ce que je peux faire un bon manteau? Mais évidemment, tu m'as dit chez Gianni. Oui. Alors, vous savez ce qu'est en train de nous expliquer Arsène, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que, d'abord, l'une de ses premières phrases, il a dit, quand tu rentres chez Savoia ou quand tu vas chez Gianni Celleghine, c'est bien au-delà du vêtement. C'est-à-dire que tu découvres d'abord un artisanat que personne ne soupçonne ou que peu de gens soupçonnent. Et surtout, c'est une expérience humaine, sachant en plus que tu ne parles pas italien et que Gianni Celleghine ne parle pas du tout anglais. Et donc, moi-même, quand je suis rentré la première fois chez Gianni Celleghine pour les besoins de mon livre, on a passé 2 heures ensemble, sans parler du tout le même langage, mais on arrivait à se comprendre. Alors moi, je baragouine un peu, évidemment, l'italien. Merci Google Translation de temps en temps, parce que ça aide bien. Mais ça ne se passe pas par là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'accueil, dans le regard, dans la chaleur humaine, qui fait que, quoi qu'il arrive, on arrive tout de même à se comprendre. J'ai vu que tu avais choisi, pour ton deuxième costume, ce fameux tissu de chez Vitale Barberis qui s'appelle le Grand Cru. Est-ce que tu sais que tu as choisi un des tissus les plus fins au monde? C'est ce que Gianni m'a répété beaucoup de fois. Oui. Ah ouais. C'était quelque chose, c'était une édition spéciale que VBC avait fait il y a quelques années pour Berluti. Et il restait quelques coupes, donc c'est une merveille, c'est un bleu. C'est pas un tissu facile à travailler pour les tailleurs, parce qu'il est extrêmement fin. Mais voilà. Autre question, est-ce que tu as... Alors, moi j'ai vu... Il se trouve que je suis allé rendre visite à Arsène dans son hôpital, dans l'un de ses hôpitaux où il travaille à Lille, et j'ai vu Arsène arriver avec sa blouse de médecin et sa cravate en dessous. Et là, je me suis dit quand même, voilà, lui, il est vraiment, vraiment tombé dans la marmite sartoriale. Donc quand tu es en consultation, généralement, tu portes la cravate. Oui, tout à fait. Ouais. Alors j'ai commencé quand j'étais interne. Ouais. La toute première fois que je suis venu avec un costume, avec une cravate, la première phrase c'était c'est quoi cet accoutrement? Donc c'était plutôt médisant. Ouais. Les premiers mois c'était pas simple, mais voilà, j'ai assumé. J'ai écouté d'ailleurs une de tes vidéos dans laquelle tu l'en parles et effectivement les réactions étaient typiques. Ouais. Voilà. Mais au fur et à mesure qu'on s'approprie le vêtement et qu'on n'a plus l'impression de porter un déguisement, mais que ça fait partie, c'est comme une seconde peau. Oui. On est tout à fait à l'aise. Et finalement, même, ça se ressent, les remarques des gens évoluent, changent, et c'est plutôt plaisant même. Plutôt plaisant. Et j'imagine que les patients, en revanche, aiment bien. Ouais, c'est surtout les patients qui me le disent. Souvent, c'est des remarques très agréables. Ouais. Je pense qu'il y a dans le vêtement, il y a aussi une certaine forme de respect. Oui. Quand on prend le temps de s'habiller, d'être élégant vis-à-vis des patients, on les respecte.
On leur donne une certaine importance. Tu dois pas, vous devez pas être beaucoup en cravate dans un grand hôpital comme l'hôpital de Lille. Tu es le seul quasiment. Oui, c'est pas dans le milieu médical, on est plutôt, plutôt mode Californie, c'est-à-dire plutôt t-shirt, jean. Voilà, c'est un petit peu. Donc je suis un petit peu à contre-courant de ce qui se fait. Ouais, mais félicitations, parce que l'élégance, vous voyez, ça peut se nicher un petit peu partout. Alors évidemment, quand il est au bloc opératoire, il n'est pas en costume 3 pièces, vous l'aurez compris, mesdames, messieurs. Mais quand il est en contact avec, parce qu'un anesthésiste reçoit énormément de gens en consultation, n'est-ce pas? J'ignorais ça. C'est tout ce qui est préopératoire, tu dois faire des consultations, c'est ça? Oui, avant de se faire opérer. Il faut voir l'anesthésiste par le biais d'une consultation. Oui. Donc en une journée, on peut voir entre 30 et 60 patients, à peu près. Ah oui, voilà. Oui, c'est extrêmement intéressant. Alors, et donc j'imagine que maintenant que tu as attrapé le virus, excusez-moi de dire ça en ces temps un peu troubles, mais c'est vraiment un virus sartorial, il y a peu de chances que tu fasses marche arrière. Non. Non, pas du tout impossible. Oui. Et ça, je l'ai compris assez rapidement parce que c'est une démarche globale, comme je te l'ai dit et répété. Oui. Ça va bien au-delà de l'aspect purement vestimentaire. Oui. Une fois qu'on a compris que le vêtement, il y a une histoire, il y a un travail, il y a quelque chose derrière, on sort un petit peu de cet esprit de surconsommation. Pour passer vers une meilleure consommation. Et en fait, ça englobe absolument tous les aspects de la vie, que ce soit la nourriture, par exemple. Arrêter d'acheter des choses peut-être pas très qualitatives, peut-être pas très écologiques. L'écologie, on va peut-être en parler. Bien sûr, bien sûr. Pour acheter finalement quelque chose de mieux. Et c'est vraiment une démarche, même pour moi qui, je te le répète, j'adore l'histoire, tout ce qui est l'aspect conservation des traditions de l'histoire, c'est extraordinaire. Quand je rentre chez Jenny, quand il y a l'odeur, quand il y a ce savoir-faire, j'ai envie que par le biais de ses costumes, son travail, son savoir-faire puisse traverser les âges. Ouais. C'est très joli ce que tu dis. Alors, alors, ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Arsène, c'est qu'il résume à sa manière, en fait, ce dont on s'est aperçu avec Sonia, pas récemment, depuis quelques années, c'est que petit à petit, quand tu rentres dans ce monde, oui, c'est d'abord la première motivation, c'est d'être plus beau, d'être plus élégant. On a envie d'être plus sexy, on a envie de se sentir mieux quand on se regarde dans le miroir. Très vite, on va vers l'autre dimension qui est de respecter autrui. On s'habille pour des occasions, on a envie de plaire à son épouse bien sûr, mais quand on va donc c'est cette notion d'effort que l'on fait pour autrui. Et puis petit à petit, les portes s'ouvrent. La porte de l'artisanat. Et là, on découvre un truc complètement dingue. On découvre des traditions, on découvre des gens, surtout. Le fait de savoir, toi, tu connais la personne qui a fait ton costume. Tu sais les mains qui l'ont fait. Tu sais, ça change tout. Les personnes qui achètent des costumes un petit peu n'importe comment, ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas si c'est un gosse au Bangladesh qui a fait son costume ou une couturière en Italie. Toi, tu sais exactement qui a fait. Toi, c'est cette notion de rapport humain. Et puis après, ça ouvre sur des choses comme la préséance, la bienséance, la politesse, l'amour des belles choses. Et surtout, l'exigence qu'on a totalement perdu dans cette société, dans tous les secteurs de la vie. Et c'est rigolo, c'est que notre petit mouvement qui est en train de grossir, eh bien justement, toutes les personnes qui embrassent cette démarche comme toi ont la même réaction. C'est de se dire, finalement, ça devient presque un mode de vie. Ça devient presque une façon d'aborder la vie complètement différente. Et surtout, ça revivifie des choses qu'on a complètement oubliées, ne serait-ce que bien se tenir, le respect des convenances et puis le respect d'autrui, qui est malheureusement, mesdames, messieurs, l'un des grands sujets d'aujourd'hui. Nous sommes face à une société dont l'ensauvagement est juste visible absolument partout. Et je pense que notre petit mouvement, alors à son échelle, est une forme de résistance par l'élégance à l'ensauvagement de ce monde. Alors, nous allons passer, merci pour ton témoignage, c'est toujours agréable pour moi de voir des jeunes gens comme toi. Est-ce que tu as 32 ans, 33 ans? Voilà. Beau parcours quand même, le gamin. Médecin, anesthésiste, réanimateur dans les grands hôpitaux, très jeune, beau parcours. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un tout petit peu moins joyeux, mais nous sommes obligés d'en parler. Et d'ailleurs, j'ai eu envie et j'ai invité Arsène pour avoir simplement son témoignage sur ce qui se passe. Alors, donc, tu as de la famille en Ukraine. Ton père est à Kiev, c'est ça? La famille, c'est un peu compliqué. Il y a une grande partie qui est à Sébastopol, en Crimée, depuis 2014. D'accord. La situation n'est pas simple. Oui.
Une autre partie qui est à Kiev, effectivement, de mon père. Oui. D'accord. Et donc, au moment où la guerre éclate, tu es en Ukraine. Oui. J'étais avec ma compagne en vacances donc fin février. On était dans une station de ski. J'avais fait le pari en allant en Ukraine que guerre ou pas guerre, ça ne change rien. Il faut quand même y aller. C'est pas, on va dire, les aléas politiques qui vont me gâcher mes vacances. D'accord. Et malheureusement, le 24 au matin, on a été réveillé par des bombardements parce qu'il y avait une base aérienne juste à côté de l'hôtel où on était. Donc c'était très effrayant. D'accord. Donc la première chose que j'ai faite, c'est partir d'Ukraine avec ma compagne, qui est française. Il fallait la mettre en sécurité parce qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se dérouler par la suite. Bien sûr. Et rapidement, rentrer en France quelques jours plus tard. Vous êtes passé par la Pologne, hein. En fait, tu es directement allé en Pologne, c'est ça? Oui. Alors, au début, le but, c'était le 25 de prendre un train pour aller à Kiev, rejoindre mon père et prendre l'avion le lendemain pour rentrer en France. Bon, évidemment, tous les aéroports ont été rapidement fermés. Oui. Il fallait le seul moyen de transport, c'était le train, le plus simple. Moi, j'ai pris les billets vers 4h30 du matin. Je pense que les premiers bombardements, c'était vers 4h parce que j'ai vite compris que les gens allaient partir. Oui. Donc, j'ai pris finalement les derniers billets. Et d'ailleurs, quand on a traversé la frontière polonaise, on était les tout premiers. Oui. Et il y avait déjà pas mal de journalistes qui voulaient notre témoignage. On était les tout premiers réfugiés, entre guillemets. Oui. D'accord. Et donc, tu as mis ton épouse en sécurité en France, et réussi à rentrer. Et toi, juste après, donc, tu es dans un moment de questionnement personnel sur ta vie personnelle. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Raconte-nous ce moment, parce que ça doit être un moment pas simple. C'est ton pays, c'est ton peuple. Donc, à quel moment tu prends la décision? Parce qu'on peut vous le dire aujourd'hui, maintenant, Arsène passe du temps en Ukraine en tant que médecin, parce que en temps de guerre, il y a besoin de médecins plus que peut-être n'importe quel autre, parce qu'il y a des blessés, il y a des morts, il y a besoin de soins d'urgence, et c'est ta spécialité. Mais à quel moment ça se déclenche dans ta tête? Tu dois bien avoir un moment où tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ma vie est installée, je suis français maintenant. Est-ce que j'allais risquer ma peau? Parce que tu risques ta peau quand tu vas là-bas. Raconte-nous ce moment, j'imagine, un petit peu de flottement dans ton esprit. Rapidement, quand je suis rentré en France, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce que je fais ensuite? D'accord. Rester, continuer le travail comme si de rien n'était, c'était inenvisageable. Donc il fallait un engagement plus important. Oui. Mais c'était complètement chaotique au début. Hein. Moi, j'ai jamais fait d'humanitaire, j'ai jamais fait de choses comme ça. Ouais. Je n'y connaissais rien du tout. Oui. Donc j'ai eu de la part de mes collègues beaucoup de compréhension, beaucoup d'aide de la part à mon employeur. Donc moi, je travaille aux hôpitaux catholiques de Lille. Donc c'est l'hôpital Saint-Philibert Saint-Vincent, et ont été absolument adorables. Donc très rapidement, ils ont débloqué une grosse enveloppe, à peu près 50 000 euros ou 70 000 euros, je ne sais plus exactement, pour l'envoi de matériel médical. J'ai un autre confrère qui m'a prêté son Renault Master, donc, qu'on a chargé comme une mule. Et très rapidement, je suis parti avec du matériel d'urgence. Donc j'ai fait moi ce que je connais, donc du matériel de réanimation, d'anesthésie, de SMUR. Donc je suis parti comme ça à Kiev. C'était un petit peu risqué parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez, non, ça semble un petit peu lointain, mais début mars, tous les médias parlaient de la colonne de 60 km qui avançait, de l'encerclement de Kiev. Donc pour rentrer à Kiev, c'était pas simple. Moi j'ai séjourné chez mon oncle qui était à 3 km de la ligne de front. Donc début mars, on entendait déjà les tirs d'artillerie, les tirs d'armes légères. Donc c'était une nouvelle expérience. Et donc à ce moment-là, donc tu charges ce trafic et t'emmènes quoi? Des compresses, comment tu m'avais parlé des tourniquets, comment ça s'appelle cette chose-là? Les garrots tourniquets. Les garrots tourniquets. Qui, à un moment, vous avez manqué. À ce moment-là, vous manquiez de tout sur le front quasiment. Au début, on n'avait rien. Donc, dès qu'on recevait même des compresses, on était très contents. Des petits sets de perfusion, on était contents. Et il fallait notamment des garrots tourniquets parce que la première cause de mortalité dans une zone de guerre, c'est le choc hémorragique. C'est-à-dire les plaies. On se vide de notre sang et on finit par décéder. Il y a quelque chose qui peut empêcher cela, c'est les garrots tourniquets. C'est simplement un garrot que l'on met à la racine d'un membre. On tourne très très fort et ça permet de stopper le saignement. Ça fait mal, hein. Alors, c'est un objet qui est délirant. Moi, j'ai fait pas mal de sessions d'entraînement avec des civils, avec des non-civils. Et à chaque fois, je leur dis, pour que le garrot tourniquet fonctionne,
il faut que vous hurliez de douleur. Donc en entraînement, je les faisais tous hurler de douleur pour qu'ils comprennent vraiment le moment venu, si ça devait leur arriver, qu'ils l'appliquent bien. D'accord. Et donc à ce moment-là, donc tu arrives avec... alors, j'allais pas dire des bouts de ficelle, parce que grâce à ton hôpital, 50 000 € à peu près de matériel, sur place, etc. Et donc, à ce moment-là, les besoins étaient absolument gigantesques. Là, vous aviez rien, c'était vraiment... vous avez réussi. Et donc, à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment-là que tu joins cette organisation, les hospitaliers? C'est à ce moment-là ou pas? Explique-nous ça. C'est de fil en aiguille. Initialement, je me suis simplement rapproché des hôpitaux qui étaient vraiment en contact de la ligne de front, donc des hôpitaux périphériques, comme on retrouve en France, identiques, qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir opérer 100 patients par jour, alors que d'habitude, ils en opèrent 10. Oui. Donc, toute l'aide était initialement pour eux. On leur a notamment transmis un respirateur d'anesthésie, donc du matériel quand même qui a un certain coût. Oui. Et rapidement, j'ai été mis en relation avec une organisation donc, qui s'appelle les Hospitaliers. On a d'ailleurs, je pense, leur badge. Oui. On va le montrer. Voilà, ça c'est le badge, c'est écrit en ukrainien donc. C'est marqué médecine de combat, on va dire, si on peut traduire ça comme ça, et avec les hospitaliers. Alors ce ne sont pas les hospitaliers originels comme on le connaît, l'ordre de Jérusalem, l'ordre de Malte, ça n'a rien à voir avec les croisades, mais c'est le principe de corps soignants qui viennent récupérer les blessés sur le champ de bataille. Et eux, c'est ce qu'ils font parce que... ils interviennent sur ce qu'on appelle la zone rouge. Oui. C'est la zone qui est tenue par les militaires. Oui. C'est une zone de danger extrême. Et dans cette zone, il n'y a aucune organisation non gouvernementale qui va. Moi, j'avais contacté Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Chirurgiens sans frontières. Absolument aucun n'allait dans cette zone. Au mieux, en fait, ils s'arrêtaient à la frontière polonaise où ils allaient à Lviv à l'ouest. Mais clairement, ils ne pouvaient pas aller là où il y avait vraiment des besoins. Donc cette organisation, ça regroupe des civils, des volontaires. Comme toi. Exactement, voilà. On n'a aucune expérience en militaire, de guerre, on n'est pas là pour faire ça. Donc, cette organisation va directement sur la ligne de contact. Alors au début, j'étais un petit peu hésitant parce que c'est quand même beaucoup de danger. Bien sûr. Et après, j'ai sauté le pas et je suis parti avec eux pendant quelques mois, oui. D'accord. Là, quand on dit la ligne de contact, là, t'es au milieu de la guerre. En gros, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, raconte-moi, tu me racontais que toi, en fait, vous aviez une organisation avec, donc, vous aviez des pick-up, c'est ça, des pick-up trucks, donc avec des bennes. Donc ça, c'est parce que vous travaillez en équipage, hein, d'après ce que j'ai bien compris. Alors, raconte-nous comment ça fonctionne un tout petit peu. Alors, les hospitaliers et globalement, même toutes les organisations qui font du soutien médical, ça fonctionne par équipage. Oui. Les hospitaliers, c'est à peu près, alors où je vous parle, 70 équipages. Oui. Donc, c'est à peu près entre 700 et 1000 personnes qui travaillent dans tout le pays sur les 1000 km de front. Donc, c'est quand même une grosse organisation qui est quand même assez solide. D'accord. Donc, un équipage, ça comprend une première équipe qui a un pick-up en 4x4, simplement. Voilà. Avec une benne derrière, donc une benne, ouverte. Tout à fait. Donc, nous, on est sur la zone de contact. On est informé par les militaires de la présence de blessés. On se donne un point de recueil. Le pick-up va directement sur la ligne de contact. Parce qu'il faut, sur la ligne de front, il n'y a pas de route, il y a des trous d'obus. Une ambulance classique ne peut pas y accéder. Donc le pick-up va directement sur la ligne de contact. Grosso modo, on envoie les blessés, on les met dans la benne. Donc on prend les corps, on les met dans la benne le plus vite possible et on rentre. Et on rentre, donc eux, ils vont 2-3 km derrière et nous, on les attend dans l'ambulance, bien cachés, les portes ouvertes derrière, le pick-up qui arrive. Une fois qu'il arrive, on met les patients, souvent ils arrivent par plusieurs malheureusement, dans l'ambulance et là je commence mon travail. Voilà. D'accord, donc c'est réanimation, déchocage, garrot, tout ce qu'il y a à faire. C'est ça. Donc je fais les premiers soins d'urgence quand c'est possible parce que des fois on nous amène des patients qui sont complètement dépassés. Il y avait un patient qui avait par exemple une plaie au niveau d'une carotide. Il est arrivé, c'était très compliqué et puis là il faut se dire qu'est-ce qu'on fait. Le problème c'est que le combat continue, les blessés risquent d'arriver donc on met le corps à côté de l'ambulance et voilà. Tu me disais hier quand on en parlait, alors ça peut peut-être vous surprendre tout ça mesdames, messieurs, mais là on fait du brut. Je voulais avoir vraiment l'expérience d'Arsène. Arsène n'est pas un militaire, c'est un civil qui est médecin, urgentiste, anesthésiste réanimateur à Lille, qui a une belle carrière et qui a décidé d'aller au front simplement parce que c'est sa patrie, c'est ses origines, etc. Et donc là, on vous donne du brut. C'est-à-dire là, on n'a
pas de ligne éditoriale, on n'a pas de censure, c'est exactement simplement un témoignage en première main de ce qui se passe. Et donc tu me disais que malheureusement la médecine de guerre c'est un peu une médecine de tri, parce qu'il n'y a pas le choix. Tout à fait, ça peut se définir par ce simple mot, c'est le triage. Ouais. C'est une façon polie de dire toi tu vis pas, parce qu'il y a des afflux énormes de blessés en très peu de temps avec des moyens limités. Oui. Donc il faut être le plus rationnel possible. Voilà. Ouais. Et en France, malheureusement, on n'a pas eu ce genre d'expérience très souvent. À part le Bataclan. À part le Bataclan, effectivement, ou les attentats qu'il y avait eu dans l'aéroport en Belgique, des choses comme ça, mais c'est rare. Et là, c'est la réalité quotidienne, encore aujourd'hui en Ukraine. Alors, l'actualité, on ne va pas la commenter parce que ça bouge quasiment tous les jours. Alors, Arsène donc me disait que quand il a commencé avec les hospitaliers, vous aviez besoin à peu près de tout, vous aviez rien, vous faisiez avec les moyens du bord. Donc toi, tu faisais des allers-retours entre la France et l'Ukraine pour amener du matériel, des compresses, des garrots tourniquets, etc., etc. Vous avez même eu à une époque eu l'ambition d'avoir des ambulances blindées, parce qu'en fait, tu m'expliquais que vous étiez l'une des premières cibles en fait des militaires russes, parce que parce que moi je pensais un peu bonnettement qu'il y avait encore quelque chose qui s'appelait alors, je ne sais pas, le mot est un peu un oxymore, une éthique de guerre ou un certain nombre de règles dans la guerre que quand tu vois un mec habillé en blanc avec une croix rouge éventuellement dans le dos, tu es plutôt protégé. C'est pas du tout le cas là-bas. Pas du tout, c'est même l'inverse. Ouais. Et initialement, j'étais un petit peu dans ton état d'esprit, donc les ambulances que j'ai amenées étaient en blanc, bien visibles, mais c'est pas du tout la stratégie choisie par le camp d'en face. Ouais. Et on l'a vu d'ailleurs en Syrie où il y a eu d'énormes reportages avec des hôpitaux qui étaient bombardés, parce que les structures de santé détruites, c'est indirectement beaucoup de gens qui vont mourir par la suite. Ah oui. Et avec les hospitaliers, ils nous ont dit qu'un médecin qui meurt, c'est à peu près 100 patients par mois qui n'ont pas la chance d'être soignés par lui. Donc potentiellement 100 victimes. D'accord. Donc effectivement, ça fait, on va dire, pour eux, d'une pierre 100 coups. Voilà. D'où le besoin que vous aviez identifié à un moment d'ambulances blindées. Oui. Au début, il fallait donc des ambulances blindées. Alors c'est du matériel très spécifique. Ça met du temps à être construit, à être fait. Mais ça a un coût très 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 élevé. Donc une fois on avait réuni la somme pour avoir une ambulance blindée. C'est quoi, 50 000 euros, 70 000 euros, 100 000 euros? C'est à peu près 70 000 euros. Tout dépend ensuite des options qu'on met là-dedans parce qu'on peut rajouter pas mal de choses. Mais à peu près, oui, il faut compter sur 70 000 euros. On s'est posé la question, est-ce qu'on achète une ambulance blindée, on attend 2 mois qu'elle soit livrée, ou est-ce qu'on achète maintenant tout de suite 7 ambulances non blindées? D'accord. Qui sont disponibles maintenant. Évidemment, on a pris le parti de les avoir à notre disposition. Donc vous avez acheté de l'occasion, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, pour aller sur le terrain, vous vous en foutez un tout petit peu de l'état de la carrosserie. Il faut que ça roule et que ça marche, en gros. Il faut que ça roule, mais c'est clair que c'est insécuritaire. Par exemple, à un moment donné, on s'est posé, nous, la question concernant les bouteilles d'oxygène. Oui. On était sur la ligne de front, notre ambulance était cachée... L'ambulance, quand elle est garée, elle doit être invisible par les drones qui volent au-dessus. Ouais. Donc on la met sous un arbre, on coupe les branches et on recouvre l'ambulance de branches. Et à quelques dizaines de mètres, il y a eu des bombardements, du gros mortier qui est tombé. Moi, j'ai dit à mon équipe, écoutez, on a 2 bouteilles d'oxygène, c'est du gaz, c'est de l'explosif. Bien sûr. On a le pour et le contre, on a décidé de s'en débarrasser de ces bouteilles d'oxygène. D'accord. Donc on a travaillé pendant un mois à 100 bouteilles d'oxygène, ce qui est très risqué, parce que un patient qui est en détresse respiratoire, un patient qui est intubé, ça peut être très délicat de le gérer, on va dire, à l'air ambiant. D'accord, voilà. D'accord. Mon Dieu, nous rentrons dans des détails qui sont un tout petit peu, je n'allais pas dire macabres, mais enfin, c'est quand même important d'avoir ce témoignage. Alors là, pour le coup, vraiment. Donc, ce que j'aimerais savoir maintenant, Arsène, c'est que, je sais que là, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, mesdames, messieurs, comme d'habitude, on l'enregistre dans les conditions du direct, avec très très peu de montage. Surtout sur ce genre de sujet, vous imaginez bien qu'on ne va pas se permettre, avec Greg et notre équipe, de couper des passages. On va garder l'intégralité de cette discussion
Mais tu me disais que donc les besoins ont beaucoup évolué. Et Arsène est toujours, parce que tu as été médiatisé, tu as été sur France Télévisions, vous avez levé pas mal d'argent pour des associations, ici et là, ça permet d'acheter donc des pick-up trucks, tu as levé de l'argent également dans les hôpitaux de Lille qui t'ont beaucoup aidé. Et là, aujourd'hui, tu me disais que vous aviez de nouveaux besoins. Alors, ça s'est amélioré en termes de matériel médical, vous êtes un tout petit peu mieux équipé, mais maintenant, le gros problème que vous avez, c'est la sécurité du corps médical, en fait. Tout à fait. Alors au début, les besoins étaient basiques, avoir un véhicule pour aller chercher les blessés, avoir du matériel médical, avoir un gilet pare-balles. Mais évidemment, c'est du matériel basico-basique. Voilà. Ensuite, il faut, on va dire, upgrader le matériel pour être encore plus en sécurité, travailler dans de meilleures conditions. D'accord. Parce que la première chose que l'on apprend, c'est notre sécurité en nous, notre vie en nous est plus, on va dire, est plus importante que la vie des autres. Parce que nous, si on décède, on ne sert à rien. On sert à rien. Et tu ne donnes pas la chance à une centaine de patients. Exactement. Statistiquement, quoi. Exactement. Donc par exemple, un exemple tout bête, c'est les plaques. Oui, vas-y, montre-moi. Alors là, une plaque, mesdames, messieurs, c'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Donc ça, c'est une plaque de protection balistique, en fait, c'est ça? Tout à fait. Donc ça, c'est une plaque que les médecins ont. Donc ça, par exemple, ça pèse 2,3 kg. Il y en a une avant, une arrière. Il y a également des plaques latérales, donc de chaque côté. Il faut évidemment rajouter le gilet en lui-même qui est lourd, plus tout le matériel, plus le sac. Donc on porte à peu près 20 kilos. Alors, travailler, faire de la médecine avec 20 kilos sur soi, plus le casque, c'est pas évident, c'est pas facile. Bien sûr. Donc ça, il y a des besoins. Vous en avez pas. Vous êtes relativement bien équipé en ça, ou il y a encore des besoins? Alors, il y a toujours des besoins parce que malheureusement, il y a une forte attrition. C'est-à-dire qu'on a des pertes. Il y a encore 3 semaines de ça, il y a une ambulance qui a explosé, qui est tombée sur une mine. Pour la petite histoire, c'était une zone qui a été libérée près de Kharkiv. Donc les Ukrainiens ont rapidement avancé. Les équipes de soutien des hospitaliers ont avancé avec. La route avait été libérée à moins de 24 heures, mais ils n'avaient pas vérifié malheureusement que la route a été déminée. Donc ils sont tombés sur une mine et les 4 membres sont tous morts. Donc c'est quelque chose d'assez difficile. Tu as perdu un ami aussi, c'était pas dans ces choses. Tu t'étais lié d'amitié avec un médecin, c'est ça, un infirmier? Alors c'était une autre histoire, c'était la toute première rotation que j'ai fait dans le Donbass. Je m'étais lié d'amitié avec un infirmier militaire avec qui on collaborait. Parce que c'est lui vraiment qui fait les tout premiers soins quand il y a un blessé. Et donc on avait bien discuté, bien échangé, et il m'avait notamment demandé de lui ramener un sac médical tactique avec certains matériels médical. Donc ensuite je suis reparti en France et pour la prochaine rotation, donc je rentre en nouveau en Ukraine, je lui envoie un message, je lui dis que j'ai son sac, que j'ai tout le matériel. J'avais même une petite boîte de cassoulet parce que je suis de Toulouse et je voulais qu'il goûte. D'accord. C'est des petites choses, mais ça fait très plaisir parce qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent là-bas. C'est pas très voilà. Et donc j'envoie le texto quand j'arrive en Ukraine, pas de réponse. Puis on part dans le Donbass et puis notre commandante s'arrête en plein milieu du chemin, donc elle nous réunit, elle nous dit voilà, hier il y a eu une attaque sur l'unité avec qui on travaille et il y a eu des morts, dont la personne, dont l'infirmier. Donc pour l'histoire, il était dans un trou de combat. Il y a un mortier qui est tombé directement et malheureusement il reste rien de lui. Donc c'était assez brutal. C'est la guerre, quoi. Alors, pour bien préciser les choses, les gens dont tu t'occupes, c'est des militaires, mais aussi des civils. Oui, il faut savoir que l'Ukraine, c'est une zone très, très, très urbanisée. Il reste beaucoup de civils. Beaucoup ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir. Ils n'ont nulle part où aller, ou ils sont âgés. Et donc, on s'occupe, en fait, nous, de tous les blessés. Donc, on fait pas de distinction entre militaires ou civils. Donc, c'est pas facile. Non. Merci Arsène pour ce témoignage incroyable. Mesdames, messieurs, tu voulais également me montrer autre chose qui est un besoin assez pressant actuellement que vous avez. Donc, c'est une plaque, c'est une autre plaque? Oui, alors, ce que je disais au début, quand on a commencé, on avait besoin de tout, donc même des simples plaques. Malheureusement, même si cette plaque peut arrêter une balle, ça ne garantit pas une survie. Parce qu'il y a toute l'énergie cinétique qui peut ensuite
gravement endommager les organes et qui peut tuer. Moi, j'ai vu des gens mourir alors que la balle n'avait pas traversé. Parce que ça peut casser des os, ça peut créer des hémorragies internes. Donc c'est le choc. C'est le choc, exactement. L'énergie cinétique. Et donc, on met en dessous donc, cette petite plaque qui est en tissu, qu'on appelle une plaque anti-trauma. Qu'aujourd'hui, on essaye de fournir le plus de personnes possible, les équipes médicales, parce qu'il y en a réellement besoin. Alors, c'est un luxe. Au début, prendre des plaques anti-trauma, c'était inenvisageable. C'était du luxe, vraiment. À l'époque, quand vous manquiez de compresse, ou de garrot. Voilà. Maintenant, on veut monter en gamme parce que ça permet, encore une fois, de sauver des vies. Bien sûr, mais tout ça, c'est un coût. D'accord. Tu me disais que ça coûtait cher, ça. Ça coûte à peu près 200 €. La paire, il y en a une devant, une derrière, à peu près. Donc alors, c'est pas quand même de la haute technologie. C'est pas. Tu disais qu'il y a des gens qui spéculaient, qui ont profité un tout petit peu. Oui. C'est quand même malheureux cette chose-là. Bon, bref, toujours est-il que. Alors, vous voyez, il y a Arsène me disait, il y a encore des besoins. Aujourd'hui, les besoins se recentrent en ce qui te concerne sur la protection de tes collègues, en fait, les gens qui, comme toi, vont bénévolement au front. Vous n'êtes pas des professionnels ni des militaires. Voilà. Donc, Arsène va ouvrir au moment où on l'a enregistré. Au moment où on enregistre, ce n'est pas encore fait, mais tu vas ouvrir donc une cagnotte sur onparticipe.fr. C'est celle que tu as sélectionnée pour la France. Et puis GoFundMe pour les États-Unis, pour les personnes qui parlent anglais. Et donc sur ces cagnottes, tu voudrais lever un petit peu d'argent pour pouvoir équiper mieux tes collègues en fait qui manquent de ce genre d'équipement. Alors c'est pas des équipements militaires, mesdames, messieurs, c'est des équipements de protection pour les hospitaliers et les gens qui sauvent des vies au quotidien sur le terrain. On va vous mettre les liens. Quand cette émission sera diffusée, tout sera en place. On va vous mettre les liens. Alors évidemment, c'est toujours la même question. Est-ce que comment l'argent va arriver réellement? Alors là, c'est pour ça qu'on est allé au plus rapide et au plus direct avec Arsène. Et c'est pour ça qu'on s'est permis donc d'en parler sur cette chaîne. Si vous avez envie d'aider, d'abord, je voulais rendre hommage à ton travail magnifique parce que c'est pas, c'est pas donné à tout le monde. Je connais des gens qui auraient, et je leur jette pas la pierre d'ailleurs, qui préféreraient rester en retraite, ce genre de choses. Toi, c'est tes origines, c'est ton pays, tu n'as pas hésité. Donc, c'est absolument admirable ce que tu fais. Et c'était notre devoir avec Sonia de soutenir tes initiatives et de dire à notre communauté, voilà, si vous avez envie d'aider à la hauteur de vos moyens, 10 €, 500 €, 7 000 €, que sais-je, 1 million d'euros, ou même 3 fois rien. Le montant n'est pas important, le geste est important, mais sachez qu'avec un équipement comme cette chose qui a l'air assez simple, ça peut sauver des gens comme Arsène qui sont sur la ligne de front et qui se dévouent totalement corps et âme bénévolement pour essayer de sauver des vies. Et voilà, je me souviens toujours de ce proverbe juif qui dit « Qui sauve une vie, sauve l'humanité ». Et je trouve ça absolument exceptionnel ce que tu fais. Donc voilà, je veux te remercier de nous avoir rendu visite, Arsène. Je te remercie. J'aimerais juste rajouter une chose. Ça reste du matériel de protection. Oui. C'est, comme tu dis, indispensable, absolument indispensable pour les personnes qui vont sauver des vies. Oui. Sans ça, c'est même interdit de se rendre sur la zone, tout simplement. Oui. C'est des questions de sécurité. Oui. Comme on peut le voir parmi les journalistes, les envoyés spéciaux qui font des reportages. Des reportages, on les voit, ils sont tous équipés. Nous, c'est absolument pareil. Ouais. Donc, on s'oriente vers du matériel de protection. Oui. Le matériel médical, on a déjà beaucoup de relais associatifs derrière des hôpitaux qui nous fournissent de manière régulière. On a réussi à mettre en place une bonne chaîne logistique. C'est également par l'achat de véhicules. Après, évidemment, si on arrive à réunir une somme importante, le gold standard, c'est évidemment d'avoir des ambulances blindées. Oui. Qui permettent vraiment de travailler de façon beaucoup plus sereine. Et tu me disais aussi des lunettes de vision nocturne, c'est ça? Par exemple, ça aussi c'est un luxe au début qu'on ne pouvait absolument pas envisager. Oui. Globalement, quand il y a des blessés la nuit, il faut aller les chercher. Oui. Donc évidemment, on n'allume pas les phares, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Donc, au début, on y va sans rien voir. Et c'est très dangereux. Parce qu'on peut tomber sur des positions russes, donc qui nous canardent. On peut même se tromper de route, aller vers des positions ukrainiennes où ils ne nous attendaient pas. Et il y a eu malheureusement même des tirs à mi. On a perdu des ambulances
à cause des tirs amis. Oui. Donc c'est important d'équiper le pick-up de lunettes nocturnes. Alors c'est pas du tout du matériel militaire, c'est du matériel civil qu'on peut utiliser. Comme à la chasse. Comme à la chasse, tout à fait. Voilà. Mais c'est aussi un certain coût. Parce que par exemple, il faut donc le casque sur lequel on le met, qui coûte 300 €. Il faut ensuite les lunettes qui coûtent 4 000 €, et plus le support, on est à 400 €. D'accord. Donc en tout, plus le coût de transport, on est à peu près entre 4 500 – 5 000 € juste pour équiper une équipe avec du matériel de vision. Monoculaire en l'occurrence. C'est un monoculaire. Non. C'est beaucoup plus. C'est trop cher, et puis ça reste du matériel. Nous, c'est pas du matériel de force spéciale, hein, il faut comprendre. C'est vraiment du matériel de débrouillage civil. Oui. Et voilà, quand aujourd'hui les hospitaliers, c'est à peu près, comme je dis, 70 équipages. Il y en a peut-être une dizaine, grand maximum, qui possèdent ça. Ouais. Donc vous comprenez que y a besoin. Il y a des besoins qui sont importants. D'accord. Moi, j'ai une page Facebook, page Instagram. Alors je suis pas du tout sur les réseaux sociaux de base. Hein. J'ai dû un petit peu me forcer à communiquer pour que les gens voient ce que je fais. Oui, c'est Doc Saban, je crois, ton docteur Sabaniev. Donc, Doc Saban, c'est sur Instagram. On va vous mettre le lien pour que vous puissiez suivre. Et donc, en fait, tu vas montrer l'argent qu'on va, j'espère, réussir à collecter pour les besoins donc, des équipes médicales et votre protection. Eh bien, tu montreras comment vous l'utilisez au fur et à mesure sur ta page Facebook et sur ta page Instagram. Je peux vous dire la vérité, moi, j'ai 100% confiance en Arsène. C'est un médecin qui a beaucoup de succès, qui a une carrière très installée en France. Franchement, il n'avait pas besoin d'aller au front en Ukraine. Et donc, voilà, vous êtes en sécurité au terme de votre donation. Et on a choisi avec Arsène le canal le plus rapide. Parce que le problème, c'est que les associations fonctionnent bien, mais c'est toujours un tout petit peu lent. Et là, les besoins que vous avez sont extrêmement urgents. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et la guerre, malheureusement, n'est pas terminée. Les victimes vont continuer. D'accord. Donc, merci Arsène pour ta visite. C'est assez pour nous, émouvant d'avoir un témoignage comme ça. Alors oui, mesdames, messieurs, ça va être une émission un peu différente dans tout notre catalogue d'émissions. Généralement, on est plutôt catalogué dans les sartorialistes comme des gens, qui s'intéressent vraiment à l'esthétique. Il y en a même qui parlent de nous comme des gens superficiels, ce à quoi j'aime répondre tout le temps que Nietzsche disait que les Grecs étaient superficiels par profondeur. Aujourd'hui, Arsène nous montre avec beaucoup de brio et avec beaucoup de courage qu'on peut être un amoureux de l'art sartorial et faire un job totalement extraordinaire pour aider son prochain. Merci Arsène pour ta visite. Merci beaucoup Hugo de m'avoir invité, c'est vraiment un honneur d'être ici parmi vous. J'aimerais juste rajouter une chose. Oui. Dans la vie, moi il y a un ami qui me dit souvent, il faut bien penser pour bien dire, pour bien faire. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne démarche, on peut bien penser, mais ce qui compte au final c'est l'action. Oui. Il faut passer à l'action, il faut y aller, il faut le faire. Et là il y a un moment historique absolument qui est en train de s'écrire. Oui. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on en parlera de ce qui se passe en Ukraine, on écrira des livres, on l'étudiera, on en fera des films. C'est un moment majeur de l'histoire. J'ai envie de faire partie de cette histoire. Les gens qui peuvent participer à cette cagnotte peuvent également faire partie de cela. Ils peuvent écrire l'histoire dans le sens dans lequel on veut, pour pas que d'autres personnes l'écrivent à notre place. Exactement. Et ça, je trouve que c'est important. On a les moyens de faire ça. On a les moyens de changer les choses. D'accord. Merci Arsène pour ta participation. Et tu es un mec bien. Voilà, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales, qui sera sans doute un peu plus joyeux, mais aujourd'hui, c'était un épisode important pour nous. À très bientôt, prenez soin de vous et on vous aime. Au revoir les amis.